ma gauche ce matin, Albert Anatole Aïssi, le seul directeur de publication avec la note des 3A. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis là. Je salue mes compagnons que vous aurez le plaisir de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs de la télévision d'IBS, principalement ceux qui nous regardent dans le cadre de cette tribune d'IBS matin. Mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, ça concerne les journées de propriété qui sont organisées sur tout le territoire national. J'ai constaté avec beaucoup de désarroi que les jours de propriété, malheureusement, les boutiques sont fermées et ça rouvre à partir de 10h, 11h. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans son format actuel, il faut véritablement changer de logiciel parce qu'il ne sert à rien de fermer les boutiques. Et puis, le marché reste sale. Le marché reste sale. Donc, je pense qu'il s'agit d'une problématique qui relève la responsabilité des chefs de terre, comme on le dit prosaïquement, c'est-à-dire les sous-préfets. Donc, en collaboration avec les chefs de quartier et les chefs de bloc. Je pense que l'idéal, à mon sens, consistait, n'est-ce pas, soit à demander aux commerçants d'ouvrir leurs boutiques et pendant que leurs boutiques sont ouvertes, que chacun fasse la propriété devant sa boutique. Ou alors, on arrive à 7h, on fait la propriété et à 10h, on ouvre les boutiques, le marché. Bon, si c'est ce format qui va demeurer, j'ai le sentiment que ça va être contre-productif. Et je comprends pourquoi c'est contre-productif, parce qu'il s'agit d'un filon qui ne donne pas l'argent. Un filon qui ne donne pas l'argent. En tout cas, merci pour votre coup de gueule ce matin. C'est toujours bien de noter parfois certains détails. À ma droite, Éric Pépin-Michael, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes co-panélistes et à nos milliers de téléspectateurs. J'envoie un bonjour particulier aux populations de l'extrême nord qui suivent religieusement cette émission, notamment au docteur Wassou Félix de l'Université de Marois. Je pense que là, ça fait un gombo. En tout cas, bon début de semaine à vous, Éric Pépin-Michael. Merci. Je vous souhaite en tout cas de vous savoir sur mon plateau. Et il y a également ce matin, il faut le dire comme ça, Patient Pafendom, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Pépin, et une fois de plus, mes condoléances. Bonjour à Anatole, un coucou qui est de notre plateau depuis un certain temps. C'est une très bonne chose. Alors, moi, je vais commencer aussi. Je vais m'introduire par ce coup de gueule. Le chef de l'État a pris des mesures pour essayer de soulager un certain nombre d'opérateurs économiques et n'a pas oublié les petits commerçants. Alors, du côté de l'arrondissement de la 3e, la mairie de Lukbaba, les gens sont étonnés de voir que les éléments de la mairie font des descentes et commencent à demander aux gens de payer des sommes faramineuses qui ne correspondent en rien par rapport à ce qu'ils payaient avant. J'ai donné un exemple d'une jeune callboxeuse qui est une fan de DBS qui m'a interpellé et Cassie, et elle m'a donné des documents que je vais mettre à votre disposition. Je les ai oubliés ce matin. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, les agents de la commune lui expliquent qu'eux, ils ne font pas partie des gens qui devaient profiter de cette décision, n'est-ce pas, de chef de l'État pour permettre, n'est-ce pas, à ces petits gains petits de souffler aussi par rapport à cette pandémie. On leur a dit en montrant les tests que ça concerne les petits détaillants, les bayam selam, mais vous pensez qu'une femme qui a un petit clubbox, peut-être qu'elle gagne même moins qu'une vendeuse au détail qu'on appelle vulgairement les bayam selam, premièrement. Deuxièmement, elle avait l'habitude de payer, comment vous appelez ça, OTVP, je ne sais pas. L'occupation temporaire de la voie publique. De la voie publique, la somme de 18 000 francs et poussière. Par an. Avec l'exécutif communal entre les mains des SIF. Le RDPC arrive au pouvoir et cette somme passe à plus de 33 000 francs. Alors, je crois que là, il y a un gros problème. On leur explique que non, le SIF n'appliquait pas très bien la mesure ou bien les règles qui étaient en vigueur. Alors, ils se posent la question. Et cette dame-là, Cassie, je cite son nom, pour ceux qui sont des RDPC de la 3e, ils vont reconnaître qui c'est. Ils savent très bien que c'est une famille de RDPC. Alors, les gens se posent la question, mais nous, on a voté pour vous, pour que la vie devienne encore plus dure pour nous, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi cette application en géométrie variable des décisions du chef de l'État pour essayer de soulager, n'est-ce pas, ces gains petits qui vraiment cravachent dur pour pouvoir s'en sortir à la fin du mois. Donc, au niveau de la commune de Douala 3e, le nouvel exécutif et son édile, je crois que le moment est arrivé
pour que... Oui. C'est très sérieux. Allons-y. On en a parlé, je pense, vendredi dernier avec les avocats qui étaient sur ce plateau. C'est très sérieux la problématique que soulève le patient d'homme, parce qu'il existe une loi avec son décret d'application relativement à la collecte des taxes communales. Voilà. Donc il faut que si elle n'a pas ce document-là, je peux le lui fournir parce que c'est bien clair là-dessus. Maintenant, l'autre point de cette problématique, ça concerne la pause fiscale, tout ce qui concerne seulement la collecte des taxes fiscales, qui va connaître une pause jusqu'au mois de juin. Donc, à ce moment, du moins, ça prend en compte du mois de mars, je crois, jusqu'au mois de juin. Donc, actuellement, les éléments qui sont envoyés sur le terrain sont des éléments de la fraude. La première chose qu'elle devrait faire, si jamais, en tout cas, n'est pas la seule concernée, elle devrait d'abord exiger l'ordre de mission ou l'ordre de service. Ça, c'est un élément essentiel. Mais à côté de ça, il faut ajouter, si c'est que Madame Ekassi se rend compte qu'elle a... Cassie se rend compte qu'elle paie les impôts de manière exagérée par rapport à ce qu'elle a souvent eu à contribuer, elle peut tout simplement se rapprocher auprès des services compétents de la mairie. Je pense, en termes de collecte des impôts, c'est le 4e adjoint au maire de la commune de la 3e qui s'occupe de cette... Non, c'est le 3e adjoint. C'est le 4e adjoint, c'est Madame Essola, qui est ma voisine. Bonjour. Mais ce qui est évident, c'est que ces plaintes reviennent, sont récurrentes ces dernières semaines-ci, et pour la plupart, pour ceux qui sont assez altruistes, quand ils se rapprochent, ils se rendent compte que ceux qui sont sur le terrain sont dans une supercherie. Donc il y a une sorte de mafia qui est organisée sur le terrain avec l'entremise des agents de la commune de la 3e. Pour certainement, le maire Epoupa, c'est un gentleman, il n'est pas au courant de ça, et vivement qu'ils prennent le taureau par le corne, il essaie un peu de mettre sur pied des mécanismes. Il devrait normalement être au courant. C'est un dossier que je refile en atole. Et je pense que tout à l'heure, nous allons faire justement un tour à la mairie de la 3e pour prendre des informations. Pour le moment, il n'a pas encore la maîtrise de sa commune. Il faudrait qu'il hâte le pas pour que la commune de la 3e devienne cette commune-là que tous les cas. Non, il ne peut pas quand même lui accorder cette période de glace. Messieurs, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet de ce matin. Les éléments du terrain nous le prouvent. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Je pense que j'ai le numéro de téléphone du maire Ipoupa. Il est d'ailleurs très accessible. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais l'avoir au téléphone dans un instant, juste après cette émission, pour lui poser justement la question. Mais le sujet qui nous intéresse, messieurs, puisqu'on parle de l'African Rise Up, l'Afrique comptait jusqu'à hier, 10 mai de l'an de grâce 2020, 61 181 cas confirmés de Covid-19. Eh bien, le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2239 personnes sur le continent africain. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 9420 cas et 8964 cas. Suivent d'ailleurs, il faut le dire comme ça, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et surtout la Guinée-Conakry. Eh bien, le continent ne compte que 1,4% des cas de Covid-19. Cela explique notamment sa faible insertion dans les réseaux internationaux et par la jeunesse de sa population, écrit d'ailleurs le quotidien Le Monde dans son édition du 5 mai dernier. L'afro-alarmisme n'a-t-il pas été excessif? Messieurs, je vous pose la question. Je commence par patient, parfum d'homme ce matin. D'ailleurs, continue de croiser les doigts. On continue à croiser les doigts, parce que ne vous inquiétez surtout pas. Cette histoire, quand on voit les chiffres dans un pays comme la France, l'Espagne, les États-Unis, vraiment, les gens qui dorment. Il y a encore quelques semaines, les États-Unis se moquaient entièrement et totalement de l'Iran. Voilà. Et maintenant, ce sont les plus touchés. Donc, nous continuons de croiser les doigts, mais surtout, il faut réinsister sur les mesures barrières. Il faut réinsister là-dessus. Surtout depuis qu'on a assoupli les règles de confinement, on a l'impression qu'il y a des gens qui se laissent aller et on voit de plus en plus de gens qui se baladent sans masque, il y a des gens qui ne se lavent pas les mains, il y a des gens qui sont dans des activités où ils sont en contact de manière permanente avec d'autres personnes et qui ne se gênent pas de ne pas se protéger. Je crois que c'est l'occasion pour nous de leur rappeler de faire attention. Il faut avoir son masque, il ne faut pas sortir sans son masque, il faut se laver régulièrement les mains. Bon, ceux qui ont la possibilité d'avoir le liquide hydroalcoolique, il faut aussi. Et surtout, à nos enfants. Il faut parler à nos enfants qui aussi, on a l'impression que pour eux, maintenant la vie redevient à la normale. Ils montent, ils descendent, ils jouent partout, ils se frottent à tout le monde, sans aucune protection possible. Il faut dire que cette vérole tue. Donc, il faut faire attention et s'en tenir à ça
en espérant que le tsunami annoncé, évidemment, ne va pas frapper l'Afrique dans toute... Justement, parlant de ce tsunami, violence. est-ce que ce qu'il disait n'était pas assez excessif? Non, je crois qu'ils ont un certain nombre d'outils de calcul, qui sont des calculs mathématiques, sur la base d'un certain nombre d'arguments statistiques. Ils se disent, si pour tel pays, avec tel nombre avec une population avoisinante comme ça, on a eu tel camp. Donc, ils font des projections. Oui. Donc, c'est cette projection qu'ils ont fait au niveau de l'Afrique, mais ils l'ont amplifié. Pourquoi? Parce que, ils voient très bien que sur le plan sanitaire, on n'a pas les infrastructures à niveau, ni quantitativement, ni qualitativement, premièrement. Et deuxièmement, ils savent très bien que, et ça a été démontré, que les couches dans les pays où cette maladie est en train de faire des dégâts pas possibles, ce sont les couches les plus vulnérables. Et les plus vulnérables veut dire aussi les plus pauvres. Et plus on est plus pauvre, plus on est plus vulnérable, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à son médecin, on n'a pas accès aux soins de qualité, mais surtout, on a tendance à faire des petits boulots qui sont des boulots de service, des boulots de contact avec d'autres personnes. Donc on est exposé, en fait. Donc ils ont estimé que, bon, de toute façon, en Afrique, ça va être une catastrophe. Mais ils n'ont pas tenu compte des éléments que nous avons développés sur ce plateau. Ces éléments, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel nous baignons. Mais nous vivons pratiquement avec nos rats et nos cafards, excusez-moi le terme. Nous vivons avec les poussières, pas possible. Nous mangeons bio. Pour l'instant, j'étais accompagné mon jeune frère d'Enema Petit. Vous voyez, la nature. La nature, on mange bio, on mange tout ce qui est bio. Mais surtout, on a bien mangé d'ailleurs. Hein, notre nourriture avec tous nos dolins, et je le dis souvent en rigolant, avec nos bongos, avec les hormis, tous ces ingrédients qui sont des écorces, qui sont des tas de trucs, ce sont en réalité des médicaments que nous prenons pour muscler notre immunité naturelle. Donc, eux, ils n'ont pas tout ça. On a aussi le soleil, on a parlé de la mélanine, c'est un débat peut-être qu'il faudra qu'on fasse un jour. Dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. Pour bien démontrer en quoi cette peau noire-là nous protège de beaucoup de choses. Mais il a aussi démontré que ce virus, à l'air libre, à une certaine température, ne résiste pas. À plus de 35 degrés, 40, 45 degrés. Avec la chaleur de ces derniers jours, on peut comprendre. Elle ne peut pas résister. Donc, je pense qu'il y a cet ensemble de choses. Et peut-être le faible taux, quand même, de l'imbrication de l'Afrique dans ce qu'ils appellent le commerce mondial. Parce que vous savez quand même que la grosse contamination est venue des airs. Tout le monde le sait aujourd'hui. La grosse contamination est venue des airs. Ce sont nos frères qui étaient en mission à l'étranger ou bien d'autres qui avaient dit que, bon, de toute façon, puisque... On pense aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont ramené justement le Covid-19 sur le continent africain étaient montées. Non, moi, je ne suis pas complotiste, mais j'analyse les faits. Et je me rends compte que le gros de la Pourquoi contamination... les avoir d'ailleurs laissés voyager? Mais ce sont des Camerounais, ce sont des Africains. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir chez vous. Mais si cette information aussi avérée, j'avais eu dire que Air France avait fait chuter le prix du billet d'avion. Oui. Alors que la maladie était en train de faire des ravages. Voilà pourquoi j'insiste sur que les gens puissent venir ici rapidement. Vous faites dans Paris, c'est 6 heures par exemple, mais vous mettez dans le même espace plus de 7 heures. Vous respirez le même air, vous avez les mêmes hôtesses qui touchent tout le monde, qui servent tout le monde, etc., etc. C'est un lieu par excellence d'une contamination à grande échelle avec une vitesse fulgurante. Donc, je pense qu'il y a cet ensemble d'éléments qui n'ont pas été pris en compte, qui continuent de nous protéger. Nous avons aussi peut-être une immunité collective, sans qu'on le dise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malades dans nos familles, des malades bizarres, des grippes bizarres, des palus bizarres, mais comme je le dis toujours, nous avons un patrimoine immunitaire terrible. Nous sommes passés par des catastrophes. On ne sait pas comment on a fait pour s'en sortir. Vous vous souvenez de Marteau? En tout cas, Vous vous souvenez de ce palu qu'on appelait Bakassi? Oui. Tout des quoi ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Mais nous sommes sortis vainqueurs, n'est-ce pas, de ces épreuves? Les Kamnogo. Les Kamnogo, tout ça. Donc, je crois que ça je vous rappelle que tout ça sont des noms que c'est vous-même qui les donniez. Hein. Ah oui, à l'époque, l'OMS ne regardait pas l'Afrique. On pouvait mourir tranquillement. Mais, de quoi ça? Oui, de quoi ça. Et on a trouvé dans notre pharmacopée traditionnelle des recettes et des solutions pour nous sortir de tous ces dangers-là. Pour faire rire d'ailleurs un autre téléspectateur, il ne faut pas également oublier que quand on avait le Kwasa, alors le Kamnogo, il y avait la pierre jaune. Hein. Messieurs, restons sur le sujet. Les scénarios catastrophes spéculant justement sur l'effet déstabilisateur du Covid-19 en Afrique n'ont-ils pas été un peu hâtifs, Eric Pépin-Bikaï? En fait, il faut dire que dans notre contexte africain, la maladie s'est déconstruite autour des stéréotypes. Peut-être ça a été également une arme utilisée par les Africains dès le début. On disait justement, par faire revenir sur ces éléments tout à l'heure, la température, le fait que c'est une maladie purement asiatique et accessoirement occidentale. Et puis il y a l'environnement.
on a généralement des climats sales, c'est-à-dire des climats qui mutent d'une saison à une autre. Pour le cas du Cameroun, par exemple, nous avons à peu près 4 saisons. Une grande, une petite en ce qui concerne la saison pluvieuse, une grande, une petite en ce qui concerne la saison sèche. Et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle une transition climatique qui s'accompagne généralement dans notre environnement des petites grippes, des petits palus, pour ceux qui ont des environnements qui ne s'adaptent pas au milieu. Et on constate, par exemple, qu'on quitte d'une zone climatique à une autre. Il faut un temps d'acclimatation, donc ça va s'accompagner forcément avec un secousse du corps. Tous ces éléments réunis ensemble font en sorte qu'on est capable, on a été capable peut-être de pouvoir juguler la propagation de cette maladie sur le plan environnemental. Mais n'oubliez pas également les us et coutumes. Parfait le rappelait tout à l'heure. Le fait que on mange bio et puis on mange dans les environnements sales, on vit avec les cafards généralement. C'est le docteur Pergniem de l'université de Liège, cardiologue, qui le disait justement, c'est que c'est une sorte de développement d'un système immunitaire collectif. Parce qu'il ne faut pas oublier que à peu près 7% des Africains n'aiment pas manger dans les endroits huppés. C'est-à-dire, c'est pas digeste. Ils aiment plutôt consommer dans les endroits bruyants, sales. Là, c'est plus convivial. Mais nous ne sommes pas sales par nature, attention. Non, c'est pas quand il dit sale. Et puis les endroits quand même dans lesquels on mange, ne sont pas des endroits, il ne faut pas le dire, non, aussi sales. Non, c'est pas. En fait, vous comprenez l'expression que j'ai utilisée. Je parle des endroits hyper aménagés, c'est-à-dire les grands restaurants. Ouais. Les Africains n'aiment pas manger dans les grands restaurants, préfèrent plutôt manger dans les tournes d'eau. C'est plus familial, c'est plus convivial. C'est pas les endroits sales comme je suis déjà. Mais les endroits bien aménagés avec climatiseurs, pour la plupart des Africains, c'est pas leur dada. Ils aiment bien manger là. Ne vous inquiétez pas, je suis allé à Bonandio, je me suis rendu compte que le meilleur quartier avec le tourne d'eau, c'est à Bonandio. Voilà. Donc, c'est pour un peu. C'était épatant. On peut donc expliquer ça. Donc, ça veut dire que quoi? La réponse a été forcément basée sur ce stéréotype-là. Ajouté au fait que la maladie a progressé parce que, comme Parfait l'expliquait tout à l'heure, transportée par ceux qui ont voyagé. Et là, quel qu'en soit le cas, on peut être complotiste. Puisque quoi, l'OMS a édité un certain nombre de mesures barrières qui ont été transposées facilement vers des pays du Sud. Ce que nous récitons là, masques, tout ça. Et puis, à côté de ça, on avait édité les masques chirurgicaux. Or, notre confort financier ne nous permettait pas d'avoir des masques chirurgicaux. On a développé une sorte de résilience pour développer les masques au niveau local, avec la cotonnade locale. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Les Camerounais peuvent avoir des masques à prix de 100 francs, 200. Mais nous sommes toujours étonnés que lorsque les exécutifs municipaux descendent sur les terrains pour faire les sensibilisations et distribuer les masques, ça attire le monde. Parce que je ne comprends pas comment un masque 200 peut attirer le monde comme c'était une star qui était de passage et qui voulait recevoir, c'est pas trop, les salutations ou les autographes de la population. C'est toujours curieux de savoir le degré de population dans lequel nous sommes plongés. Mais pour dire également que les mécanismes de riposte également ont été faits sur le prisme, notamment d'un certain nombre de la pharmacopée locale. Les écoles, tout le monde s'y est mis pour avoir un peu un excès de chloroquine. Et les citrons ont disparu sur le marché. Voilà. Donc tout le monde voulait tout ce qui est amer, que ça doit être stocké dans son organisme en termes d'enzymes de défense de l'organisme. Peut-être ça a également été ça. Mais jusqu'à présent, il ne faut pas qu'on croie que nous sommes sortis de l'auberge. La maladie est là, elle progresse. Et même jusqu'à hier, on parlait de l'un de vos confrères qui a rendu l'âme, à savoir Simon Meyanga, à qui je salue la mémoire sur ce plateau. Et selon les spéculations, on parle d'un décès dessus de Covid-19 parce qu'immédiatement, il a été enterré dans son village natal. Donc, pour dire que nous ne sommes toujours pas satisfaits des mesures de riposte. Je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques semaines, nous avons fait des erreurs en termes de confinement, en termes de localisation géospatiale des structures de traitement de la maladie. Nous avons essayé un peu de mélanger la maladie, les centres de traitement à l'intérieur des anciens centres qui étaient déjà débordés. Aujourd'hui, les hôpitaux tels que la Kentini, qui est l'un des hôpitaux les plus fréquentés d'Afrique centrale, souffre du fait que son taux de fréquentation a diminué de manière drastique. On parle de près de 45 à 50% de taux de fréquentation dû au fait que la maladie... les hôpitaux en souffrent aujourd'hui de fréquentation. Il ne faut pas également oublier que l'hôpital du lycée de Lobaba aussi est dans le même problème. 40%. Cette psychose s'est installée parce que les gens se sont rendus compte que le Covid-19 était traité à la Kentini. Et du coup, la cantine n'est plus un lieu où on peut sauver la vie. Pour eux, il faut essayer de se battre au quartier pour essayer... En fait, l'automédication également a pris le cours par rapport à ces ripostes. Donc, voilà un ensemble d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre les stratégies de riposte de la maladie en Afrique. Mais
la maladie est toujours là et continue à sévir. Et il faut toujours faire attention. Attention. Messieurs, Albert Anatola, ici, plus de 12 semaines après son apparition sur le continent africain, c'était le 14 février dernier, c'était en Égypte justement, le séisme sanitaire tant redouté par de nombreux responsables ne s'est, il faut le dire encore, à ce jour, pas encore produit. Écoutez, Steve, dans toute guerre, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique, il y a une autre guerre en arrière-plan, il s'agit de la guerre psychologique. Et puisque nous sommes dans une guerre bactériologique, il fallait donc que l'OMS en rajoute à cette guerre bactériologique la guerre psychologique. La guerre psychologique. C'était ça, c'est ça l'objectif. Faire le tour des médias hexagonaux ou bien occidentaux, c'est Covid-19. Covid-19, du matin au soir, de lundi à vendredi, tout ça, c'est de lundi à dimanche pour moi, c'est Covid-19 parce qu'il fallait justement qu'il y ait un impact psychologique. Oh, c'est ce qui, peut-être, je pense que les Africains, plus généralement, se sont adaptés, ayant été habitués justement à des situations, à plusieurs crises, il faut le dire. À plusieurs situations de cette envergure. Oui. D'abord la guerre, les conflits, les coups d'État, le sida, armés, le VIH-Sida, le paludisme, la typhoïde, tout ce que vous pouvez, la famine, tout ça. Donc, je pense qu'ils ont, tout à l'heure, comme l'indiquait Eric Pepin-Bikaï, on a organisé non seulement la résilience, mais surtout une sorte d'immunité par rapport à tout cela. La deuxième chose que qui pourrait peut-être mettre sur la table, ça concerne ce projet de vaccination, de tests de vaccination qui était annoncé. Qui risquerait également de commencer du côté de la France ce matin, ils sont libres d'après de les commencer informations là-bas. qui nous viennent. C'est eux qui nous ont amené leur Covid. Ils sont libres de commencer là où ils veulent chez eux, mais pas sur le continent africain. Donc, je pense que c'est par rapport à ce projet du vaccin, d'essai clinique sur du vaccin BCG dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, qui leur a fait croire également que peut-être ça va se passer comme ça s'est passé avec le virus à Ebola ou le VIH, avec des tests qui étaient, on ne peut plus frauduleux. La troisième chose que je voudrais également mettre sur la table, tout à l'heure également, M. Ndom l'a évoqué, ils ont mis en relief le fait que nous ne disposions pas d'un système de santé adéquat pour la prise en charge, n'est pas des cas de Covid-19. Donc malheureusement, c'est resté des effets d'annonce. Vous avez constaté que quelques semaines après, lorsqu'on nous parlait de la lutte contre le paludisme, on a également annoncé des chiffres apocalyptiques sur le continent africain, comme si déjà nous ne vivons pas au quotidien, n'est-ce pas, les effets pervers du paludisme. Je pense que chacun d'entre nous, dans son enfance, a pris soit la quinine, soit la nivaquine et tout ce que vous voulez. Il fut un temps également, il y avait le Kinemax qui avait d'ailleurs tué pas mal de monde. Je pense que également, il transformait justement des personnes. Absolument. Moi, je me rappelle que les rendait infirmes. Moi, je me rappelle lorsque j'étais encore dans le primaire, chaque lundi matin, on nous donnait un comprimé de quinine ou de nivaquine. Donc, je pense que cela a quand même contribué. Non seulement l'environnement dans lequel nous vivons, comme l'ont indiqué les précédents orateurs, mais également le fait que nous avons adopté certaines habitudes. Ce que j'ai observé et qui me semble avantageux, c'est que de plus en plus, les Africains, les Camerounais ont appris, n'est-ce pas, à s'approprier les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que nous qui avons l'habitude de manger avec des doigts, là, c'est très compliqué. Et surtout dans un même plat, c'est encore très compliqué. Donc je pense qu'il s'agit comme d'habitude, c'était une guerre psychologique que les gars voulaient nous imposer. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Et je crois également que, je sors par là, pour une fois, les Africains, je parle des chercheurs africains, ont été un peu proactifs. Notamment les chercheurs de la thérapie, de la pharmacopée traditionnelle, autant pour moi. Parce que on en a d'ailleurs un dans ce studio, dans un instant, on va la voir, et j'espère qu'il sera sur ce plateau avec nous tous pour en parler justement de son produit. Ils ont été très proactifs. Même si, pour la plupart, leurs recherches ne sont pas encore agrégées ou reconnues par le gouvernement. Je crois que ça va, pour une fois, il y aura peut-être une rupture, ça je l'espère. Et je pense que, de mon point de vue, comme j'ai l'habitude de l'indiquer, le Covid-19 devrait être, à mon sens, une occasion pour les gouvernements africains de pouvoir, une fois de plus, investir dans la recherche, d'investir dans la santé, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup investissent dans les caisses routilantes, ils investissent dans l'économie du béton, mais ils n'investissent pas dans le système de santé. Je suis fier de savoir
que pendant cette période, n'est-ce pas, de pandémie, aucun dirigeant africain en dehors de l'Ivoirien qui a pris un vol spécial n'est pas allé en Europe se faire soigner. Donc je pense que pour une fois, ils vont pouvoir... Gordon Coulibaly, ce n'est pas le Covid-19 pour l'instant. Non, je pense qu'il a été testé positif. Il a une attaque cardiaque. Il semble qu'il a été testé positif. Il semble qu'il a été testé positif. Vous savez, c'est tout le monde aujourd'hui, c'est une attaque cardiaque. Je vous donne l'information. Dans tous les cas, si c'est une attaque cardiaque, autant pour moi, cela suppose donc que s'il y avait un système de santé plus approprié en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas besoin de l'évacuer. Justement, on n'aurait pas eu besoin de l'évacuer. Il faut également préciser par ailleurs, en venant sur cette information, Albert Anatole ici, que sur la toile, plusieurs Français se sont levés pour dire non, justement, à son rapatriement, en tout cas du côté de la France. Je vais me tourner également vers Patient Parfum-Dôme. Sur le continent africain, on va également de découvertes. On a commencé avec Valentin Agom, Jérôme Mouyangui, Monseigneur Cléda, Elo Nyanini, et sans oublier Aminou Mohamedou qui est également sur notre studio, dans ce studio ce matin. Ils nous disent clairement qu'ils ont découvert le remède contre le Covid-19. Là encore, c'est un apport. D'abord, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y a ce foisonnement d'initiatives scientifiques. Hein. Il ne faut pas avoir peur de mots, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut d'abord commencer à adresser le laurier sur la tête du président malgache. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, il a donné un violent coup depuis à la fourmilière et il a déchiré le voile. Ce complexe que les Africains avaient, chaque fois qu'on était face à une difficulté, ils pensaient que la solution ne pouvait venir que de l'Occident. En fait, l'acte du président malgache donne la possibilité, ouvre grandement les portes aux différents chercheurs qui existaient et qui existent même, d'être décomplexés. De dire, mais non, nous avons la solution. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais la voici, puisque elle sauve des vies. On l'a expérimenté, on a vu qu'il n'y a plus de gens qui décèdent. Maintenant, il faut qu'il y ait une meilleure organisation de nos États pour encadrer justement ces experts qui font dans la pharmacopée traditionnelle, les naturopathes, etc. Il faut bien les encadrer pour que, justement, parce que c'est aussi le danger qui guette souvent. On dit que toute crise produit souvent une opportunité, que des charlatans, je pèse bien mes mots, que les charlatans n'investissent ce secteur et vendent je ne sais pas, n'importe quoi, n'est-ce pas, aux populations. On l'a vu avec le VIH-Sida, on l'a vu avec d'autres maladies. Des gens qui je ne sais pas, la morale a disparu vraiment chez l'être humain. Il y avait d'ailleurs sur ce plateau quelqu'un qui faisait savoir qu'à la place de soigner la faiblesse sexuelle, et sans oublier... Ils soignaient tout, pratiquement, ils soignaient toutes les maladies, mais au finish, on se rendait compte que c'était des charlatans. Donc, j'espère que ceux qui sont vraiment des gens conscients et conséquents, le moment est venu pour nos différents gouvernements, surtout le ministère de la Santé, d'organiser des départements qui leur sont dédiés, mais où ils peuvent venir produire, n'est-ce pas, le fruit de leurs recherches, et que l'homologation en termes de protocole et tout ça soit vraiment d'ordre scientifique, de telle manière que c'est possible. Nous avons enquêté justement sur ce sujet, Patient Parfum-Dôme, et certains nous ont fait savoir que jusqu'au ministère de la Santé publique, ce n'est pas, on leur accorde pas beaucoup de crédit. Mais c'est ça. Parce que quelque part, ils sont en train de détruire le business même des industries pharmaceutiques. Mais tant pis, c'est enfin l'Afrique qui va se prendre en main. Cela ne signifie pas que l'Afrique doit croiser les bras, ne pas aller continuer l'étude, la domestication de la science conventionnelle, si on peut l'appeler ainsi, sur le plan médical. Oui. Il faut continuer d'envoyer nos enfants à l'école, qu'ils étudient la science, qu'on ait de très grands chirurgiens, comme Amadou Gon Coulibaly n'a pu se faire une transplantation. Quand ne pas créer justement une école, une université justement de la pharmacopée africaine pour apprendre aux Africains. Il faut complètement restructurer l'école en Afrique. Complètement de bout en bout. Oui. Dès le primaire, il faut tout restructurer. Tout restructurer parce que l'école que nous avons eue là, c'est l'école de clercs. Enfin, c'est pour qu'un patron vous donne les ordres et que vous soyez capable de les reproduire, c'est tout. Il faut une école de développement. Et cette école de développement ne peut pas mettre de côté, justement, ce pas important, n'est-ce pas, du point de vue de la santé, que constitue la pharmacopée traditionnelle africaine. Mais, quand on voit quand même à quel rythme nos forêts sont détruites, ces forêts qui sont un excellent réservoir de biodiversité, mais surtout de possibilités d'avoir des choses qui vont nous permettre de transformer. C'est ça. Je vous parle par exemple du cancer, par exemple de Cuba. Oui. La première découverte du grand vaccin cubain contre un cancer, je sais pas, du col de l'utérus, c'est une grenouille qui ne vit que dans la forêt tropicale.
Et cette petite grenouille, la toute petite qui a 2 ou 3 couleurs, le bleu, le jaune, je ne sais pas quoi, on a constaté que sur son dos, sur sa peau, quoi, on peut prélever un liquide et qu'on pouvait transformer très rapidement en principe actif et que ce liquide-là soignait évidemment le cancer. Quand on aurait détruit toutes nos forêts, on va là-bas le prendre. La Côte d'Ivoire, parlons d'elle, en moins de 50 ans, a détruit 90% de sa forêt. Le cacao. Donc il faut qu'on fasse attention. Et donc, j'ai l'habitude de vous dire que si on veut avoir le même chemin de développement que l'Occident a connu, ça veut dire qu'on court à notre perte. Ce qui fait notre richesse, on va tout brader, on va tout vendager. Et puis, les chercheurs comme notre ami qui va nous rejoindre tout à l'heure n'auront plus l'opportunité d'aller dans ce réservoir puiser les éléments qui vont leur permettre justement d'avoir des solutions pour tout ce qui nous arrive. Et j'ai dit, le coronavirus, ce n'est que la première secousse, je suis convaincu. D'autres secousses vont arriver. Donc, il est plus urgent aujourd'hui que nos décideurs, nos chefs d'État, nos gouvernements s'intéressent à cette recherche à la fois traditionnelle, fondamentale, mais aussi donner des moyens à tous les instituts de recherche, ou s'il n'y en a pas, les créer pour que les scientifiques africains eux-mêmes soient en capacité de produire des vaccins sans qu'on continue de nous imposer des vaccins dont nous n'avons pas la capacité de contrôler l'efficacité sur la maladie soi-disant qu'elle vient soigner. Il nous a rejoint également dans ce studio, en tout cas, ce matin. Il s'appelle Dalvaris Goudjou. Bonjour et bienvenue à vous, Dalvaris. Bonjour Steve, bonjour Patient Parfait, bonjour aux autres co-panélistes qui sont sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Oui, merci également d'être là ce matin. Nous savons que vous êtes souvent très occupé, vous êtes un patron. C'est normal également que... Vous arriviez un peu en retard. Vous nous trouvez justement dans le vif du sujet. On parle du continent africain qui ne compte que 1,4% des cas du Covid-19. Cela explique notamment sa faible insertion dans les réseaux internationaux et par sa jeunesse, et surtout la jeunesse et sa population. Écrit d'ailleurs le quotidien Le Monde, avait écrit le quotidien Le Monde, c'était le 5 mai dernier. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui résiste justement au Covid-19 ? À mon avis, Steve, il y a des facteurs qui aident l'Afrique face au Covid-19. Un facteur extrêmement important, c'est sa jeunesse, d'autant plus que, comme on l'avait si bien dit, une bonne partie de la population qui est extrêmement vulnérable au Covid-19, c'est la tranche de la population plus ou moins senior, donc relativement âgée, et dont les systèmes immunitaires sont relativement faibles. Sur le continent africain, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons une population qui est extrêmement jeune, parfois un peu au-delà de 70% de la population. On est autour de 19 à 25 ans, c'est extrêmement important. Et au-delà de cela, je pense que le contexte aussi africain, puisqu'il faut comprendre que le Covid-19, en réalité, la plupart des thérapies qui sont proposées pour le Covid-19 sont les thérapies qui ont un lien plus ou moins étroit avec les antipaludiques. Ça veut dire que les médicaments que l'on utilise pour soigner le Covid-19, plus ou moins que ce soit la solution du doctorat ou que ce soit les différentes solutions qui sont proposées ici, le Covid organique du président malgache et bien d'autres choses, il y a toujours un lien plus ou moins avec les antipaludiques. Or, sur le continent africain, depuis au moins 60 à 70 ans, nous consommons les antipaludiques. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone où nous sommes soumis au paludisme. Et on peut dire pas chance, pendant longtemps, les gens n'ont pas pris le paludisme au sérieux, d'autant plus qu'ils n'étaient pas extrêmement frappés par cela. Donc, ils n'ont pas poussé les recherches dans cela. Mais sur le continent africain, étant donné que nous étions toujours soumis à cela, on prend les antipaludiques. Ça fait que nous sommes prédisposés, à mon avis, et au niveau des organismes, pour la plupart des cas, à pouvoir à résister facilement à la maladie. Et c'est vrai qu'à côté de cela, quand même, les Africains, dans un contexte où, dans beaucoup de pays sur le continent africain, les États prennent très mal soin de la population sur le plan sanitaire. Généralement, les populations s'organisent par elles-mêmes. Ça, c'est extrêmement différent de l'autre côté. De l'autre côté, généralement, on attend plus ou moins tout de l'État. Je parlais avec une amie qui a eu le Covid à Paris. Elle a un petit problème. Elle attend de passer un coup de fil. Elle attend que l'ambulance vienne. Elle attend que l'État fait tout. Alors que généralement chez nous, si vous attendez tout cela, dans beaucoup de cas, vous êtes sûr que vous allez terminer dans un cercueil. Il y a la maman qui se bat déjà de côté avec du citron, tel qui se bat de côté avec la ginger, avec le ginger, avec les gargarisations, etc. Et quand on implémente toutes ces solutions-là, généralement cela permet de trouver un résultat. Donc à mon avis, ça, c'est quelques facteurs qui ont participé à ce que le Covid n'ait pas un impact extrêmement considérable sur le continent africain. Tout cela au grand désagrément des gens de l'autre côté, puisqu'ils voient le continent africain comme un grand marché potentiel de 3 milliards d'habitants, puisqu'il faut bien comprendre qu'au-delà
au-delà de la population adulte qu'on estimait un peu plus d'1 milliard, presque 2 milliards, il y a la population jeune, notamment les enfants. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup disent qu'il fallait commencer à vacciner les enfants. C'est un très grand marché, c'est beaucoup de milliards, c'est beaucoup d'argent, et ils voyaient ça comme beaucoup d'argent pour eux. Et même aujourd'hui, ils continuent de le voir. C'est même pourquoi dans beaucoup de cas, ils continuent de dissuader les gens, de décourager les gens par rapport aux solutions sur le continent africain. Même le monde que vous citez, en fait, ils ne font allusion à cela que parce qu'il y a eu vraiment des agréments. Puisque justement, si on a écouté que ce soit le secrétaire général de l'OMS, que ce soit M. Guterres, le RG des Nations Unies, général, oui. C'était qu'il y aurait des millions de morts sur le continent africain. D'ailleurs, il faut le dire que Antonio Guterres nous a prédit des millions de morts, une hécatombe même sur le continent africain. Mais curieusement, on a vu les milliers de morts. C'est la première puissance mondiale. 75 000 morts. 75 000 morts du côté de contaminés. Des États-Unis. Exact. Voilà. Et les puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni, plus de 30 000 morts. La France, l'Espagne, etc. Donc, les milliers de morts, les dizaines de milliers sur de morts. Sur les 54 pays africains, il n'y a que 2239 morts, selon le décompte d'hier, dimanche 10 mai. Je vais me retourner toujours vers vous, Dalvaris Goudjou. N'est-ce pas également que depuis que le Covid-19 est arrivé sur le continent africain, c'est le 14 février dernier, les Africains sont entrés justement à la source qui est tout simplement la forêt. Oui, je pense, et cela c'est très important de le souligner, tout comme Patient le disait tout à l'heure, nous avons commis des erreurs monumentales. Quand on prend les grandes solutions proposées, les solutions qui ont été proposées par les Chinois, les solutions principales implémentées par les Chinois, ce sont les solutions qui sont plus ou moins proches de celles que le docteur Raoult appliquait, c'est-à-dire la chloroquine. À la base, mais maintenant, qu'est-ce que la chloroquine? La chloroquine n'est qu'une variable de synthèse de la quinine. Or, la quinine, on le trouve que sur le continent africain, ou du moins dans les États tropicaux. En d'autres termes, je prends un exemple du Cameroun. Tout le monde sait que avant les indépendances, au Cameroun, par exemple, il y avait plus de 500 hectares de plantations de quinine. Oui, à l'ouest du Cameroun. Curieusement, on a tout détruit cela jusqu'à aujourd'hui. On a tout négligé cela. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui... on a brûlé d'ailleurs ces champs il y a encore quelques jours, il faut le préciser. Oui, et ce que je disais, c'est que... Par un préfet. Oui, là c'était à Baganté, la Tunisie. Oui. Bon, pour la quinine que je disais, je crois que c'est pas loin de Tchang. C'est même une partie de cette plantation est occupée aujourd'hui par la FASA, les sciences économiques, la faculté des sciences économiques de l'Université de Tchang, pour faire de l'expérimentation. Pendant longtemps... Les sciences agricoles. Merci. Et pendant longtemps, nous avons des plantations, des centaines d'hectares. On a détruit tout cela. Pourquoi? Pour utiliser la photocopie. Puisqu'en fait, la chloroquine n'est que la photocopie de la quinine. C'est une variable de synthèse. On a créé ça au laboratoire puisqu'on ne pouvait pas produire tout naturellement. Nous avons ça chez nous. En d'autres termes, nous sommes en train d'essayer de rentrer aux sources de quelque chose que nous avions déjà. Et justement, c'est très important de regarder que la plupart des... Même chez nous, ça se passe. Il m'arrive quelque part d'aller ici dans le sud où j'ai quelques plantations. Mais vous voyez, curieusement, vous allez dans une plantation, vous voyez des blancs là. Ils vous disent qu'ils font des recherches. À votre avis, pourquoi quittent-ils San Francisco pour venir faire des recherches chez nous? Pourquoi quittent-ils, c'est pas quoi, New York pour venir faire des recherches? C'est parce qu'il y a des choses importantes dans nos forêts. Mais nous, on les coupe. Je veux dire, on détruit sans savoir. C'est pas fait, on l'a d'ailleurs souligné. On vend notre forêt comme si c'était justement le pain qu'on donnait aux enfants le matin, ce qui est vraiment une chose très curieuse. On l'a vu samedi dernier du côté de Piti quand nous rentrions. Eh bien, c'était du bois à n'en pas finir. Justement, le bois que l'on utilise, On comprend pourquoi vous n'avez pas les Chinois, ne vous inquiétez pas. Pas seulement les Chinois, même nous avons une responsabilité. Quand nous allons dans les forêts, généralement dans la plupart des cas, qui vont les forêts aux Chinois? C'est les Africains. L'un des rares pays au monde, moi j'étais très surpris, très étonné de découvrir c'est le Cameroun, mais les gens vendent quand même 100 000 hectares de terre aux Chinois en Afrique. Quand nos mamans manquent au cultiver. Vous savez qu'en Chine, on ne vend pas la terre. Vous savez, en Chine, un étranger ne peut pas avoir la terre. Quel que soit ce que vous faites, même si vous avez des milliards, l'État chinois vous loue les terres. Vous faites ce que vous avez fait. Après, tout votre investissement revient à l'État chinois, à moins que vous acceptez encore de relouer les terres. Dans notre pays, non seulement on a très très de grandes difficultés. Essayez d'avoir un open État au Cameroun. Vous verrez que c'est pas assez facile. Mais pour les Chinois, on lui donne des milliers avec tous les droits là-dessus. C'est-à-dire, ils ont les droits sur la terre, ils ont les droits avec ce qui est en dessous de la terre. Et moi, j'étais extrêmement étonné il y a de cela quelques mois. J'étais à l'est. Mais des pygmées Baka, ils n'ont même plus le droit d'être dans la forêt de leurs ancêtres. On les demande de déguerpir la forêt, qui est le lieu d'habitation. Mais ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Cela ne peut pas exister ailleurs. Quand un étranger vient, il vous dit bonjour, il vous dit
il faut savoir que dorénavant, vous êtes chez moi. Il faudrait que vous quittez chez moi. Mais vous dites, mais depuis des siècles que je suis ici, je vais aller où? Et cela, au vu et au su des autorités. Moi, j'étais extrêmement surpris. Donc, je crois qu'ils vendaient l'hectare ou le mètre carré à 500 francs. Moins $1. Ça, c'est très grave d'ailleurs, hein. C'est très grave. C'est justement ce qui se passe sur le triangle national camerounais. Et c'est vraiment, il faut le dire, honteux à la limite, il faut le dire. Albert Anatola, ici, malgré que l'Afrique résiste, on doit rester prudent. Patient Parfait me le disait encore ici jeudi dernier qu'il faudrait que nos remèdes, pour ne pas dire, il faut le dire, hein, que ce que nous buvons aujourd'hui pour combattre le Covid-19 devienne pour nous comme du thé chez les Chinois. Je voudrais rebondir un peu pour faire une légère digression par rapport à ce que le grand frère parlait tout à l'heure, parlant de la recherche au niveau de la pharmacopée africaine. Oui. Je crois qu'il y a une filière au niveau de l'université de Douala, la filière de recherche en biomédical. Mais il faut plus que cela. Il faut plus qu'une filière de recherche en biomédecine, si vous voulez. Il y a un Camerounais qui a créé une école là, spécifiquement pour la pharmacopée. Il est dans ce studio. On va lui poser d'ailleurs les questions tout à l'heure. Deuxième chose, il faudra exhumer la fameuse loi cadre portant sur la recherche de la pharmacopée traditionnelle qui est encore dans les tiroirs. Parce qu'on attend toujours le décret d'application de cette loi cadre-là. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il est fondamental, puisque j'ai eu à le dire dans le cadre de cette tribune, qu'il y a un prêtre d'origine française qui a été curé dans la paroisse de l'église catholique de Bonamoussadi. On l'appelait Eric de Rosny, qui a fait des recherches sur la pharmacopée traditionnelle. Qui a écrit un livre extraordinaire d'ailleurs. Avec les yeux de ma chèvre. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait tout un livre. Et dans ce livre, il a les noms de toutes les essences. Bon, alors, si c'est un blanc qui prend l'avion, qui vient au Cameroun faire des recherches, c'est-à-dire parcourt tout le territoire camerounais pour répertorier les plans médicinaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Et que dans le contexte camerounais, nous avons fermé la boutique qui fabriquait la chloroquine. Il a fallu l'exhumer tout récemment. Il a fallu fermer les instituts de recherche, notamment l'IRAD, entre autres. Mais je pense que là, ça veut dire que nous avons un problème au niveau de la politique de recherche fondamentale et appliquée. Je pense que lorsque vous avez des objectifs d'émergence économique, vous ne pouvez les atteindre qu'avec une population qui est en très bonne santé, avec un système de santé bien approprié, bien aiguisé. Et là, il faut mettre à contribution les intelligences locales. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, le monde de demain, ce sont les intelligences. Et vous ne pouvez pas compter sur l'Europe, même la Russie, la Chine. Nous avons évoqué ça tout à l'heure. Quand ils viennent sur le continent africain, ils sont des représentants de leurs comptoirs commerciaux. Nous avons vu tout récemment à Piti, vous voyez la forêt, comment on utilise la forêt africaine. On découpe d'ailleurs, on découpe le bois. En totale violation, et ceci avec la complicité de nos gouvernants, de la loi cadre portant exploitation forestière, qui exige que l'exploitant doit pouvoir reboiser. Aller dans les domaines, dans cet environnement-là, est-ce que cette forêt qui est détruite est reboisée? Du tout. Donc je pense qu'il faut donc que l'État donne les moyens appropriés, notamment non seulement à la recherche conventionnelle, mais surtout à la pharmacopée africaine, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes de ce côté-là. Ce qui vient de Madagascar, ça vient d'où? Il s'agit d'une pharmacopée traditionnelle au départ, et ensuite qu'on a améliorée, qui a été améliorée, et l'État malgache a dû consentir d'énormes investissements là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut justement que, pas seulement au Cameroun, parce que nous sommes dans une télévision qui a vocation de chaîne panafricaine, il faut donc que les gouvernements africains mettent de l'argent dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, et surtout qu'ils investissent dans nos systèmes de santé, qui cessent de vendre les forêts. Absolument. Ouais, il faut qu'ils cessent de vendre les forêts. Enfin, il faut également le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Eric Pépin-Bikaï, jusqu'à preuve de contraire, on parle de l'Afrique comme étant le continent qui résiste. Comme étant le continent, jusqu'à preuve de contraire, qui a une meilleure jeunesse. Et d'ailleurs, Dablaïs Goudou nous fait savoir que c'est 70%, il faut le dire, de la population africaine qui est jeune. Et à un moment donné, on nous faisait savoir qu'il y avait des vaccins qui devaient arriver sur le continent africain. Que peut-on faire aujourd'hui quand on sait pertinemment qu'on est toujours en danger? Il faut justement que les Africains se réveillent. On a dit tout à l'heure que pour le moment, on ne peut pas se réjouir du fait que on résiste. On résiste. Mais il faut être très prudent cette fois-ci encore. Très très prudent. Parce que si les pics de contamination atteignent un certain seuil, il est fort probable que les prédispositions alors, les prophéties d'un certain nombre d'autorités mondiales
Comme le secrétaire général des Nations Unies. Voilà, puisse être réel. Donc il faut que nous soyons toujours sur notre défensive. À côté de ça, il ne faut pas que nous baissons la garde. Et ne croyons pas que c'est la seule maladie qui a pignon sur eux en Afrique. Il y a le paludisme qui n'est pas encore complètement, qui n'est même pas encore sorti. Il y a le cancer, il y a l'hépatite, il y a le virus du sida qui continue toujours à avoir une bonne progression sur le continent africain. Mais quel qu'en soit le cas, l'environnement voudrait qu'on ait une nouvelle expression qui sorte de la bouche de tout le monde, le Covid-19. Il faudrait qu'on consacre toutes nos énergies pour pouvoir essayer de juguler cette maladie. La première difficulté auquel les Africains ont été confrontés, c'est de comprendre ce qu'était cette maladie. Ça a été très long. Je pense que c'est encore très long maintenant parce que jusqu'à présent, dans les chaumières, ça reste encore très stéréotypé de pouvoir comprendre les mécanismes de déploiement de cette maladie. Tout à l'heure, D'Alvarez le disait, c'est une maladie qui s'appuie prioritairement, qui a pour premier symptôme le paludisme. Mais un autre côté qui nous échappe, c'est que ça attaque les poumons. Et on sait le rôle des poumons dans le fonctionnement de l'anatomie humaine. C'est-à-dire ce rôle de battement par rapport à la respiration. Donc, si on ne peut pas avoir des ailes qui fonctionnent normalement, quel que soit le cas, on ne peut pas voler. Donc, il faudrait donc que les pneumologues, justement, ils sont très sollicités dans le cadre de ces derniers temps d'ailleurs, il faut dire. Qu'ils essaient aussi de nous apporter des thérapies pour faire en sorte que nos poumons puissent jouer ce rôle d'aile qui est concédé à l'intérieur. Pour ventiler justement l'organisme. Donc, il y a ça. Il y a le fait également que les gouvernements également n'ont pas pris à bras le corps les effets de cette maladie dès le départ. D'Alvarez évoque un problème fondamental, c'est-à-dire la jeunesse. Parce qu'au départ, on a dit que c'est une maladie qui tue beaucoup plus les personnes de troisième âge. Et les premiers résultats des morts en Europe indiquaient justement une collaboration entre les dits et les effets sur le terrain. Mais curieusement, on a commencé à avoir les enfants de 5 ans qui décèdent de Covid-19 sur le territoire camerounais. On a eu même un enfant de 15 ans il y a 2 ou 4 jours. Donc ça veut dire que la maladie également peut être mutante en fonction des organismes et des contextes. Donc, vivement qu'il y ait une vigilance dans le cadre de la mise sur pied des mesures d'atténuation et de progression de la maladie. Mais vivement également que tous les mécanismes soient mis sur pied pour que la maladie... Parce que moi, j'insiste toujours sur les lieux de traitement de la maladie. On a comme l'impression qu'on veut tricher. Si nous voulons tricher, nous allons payer cash les mécanismes de notre tricherie. Et j'ai discuté l'autre jour avec un aîné qui me disait que en réalité, on a passé le temps à blaguer. Et là, on est face à une maladie où on veut les résultats. Oui. C'est-à-dire que les médecins qui jonglaient de temps en temps n'ont plus le droit de jongler. Parce que les résultats, on doit les palper par rapport au recul de la maladie. Mais il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui peuvent faire en sorte qu'on continue toujours à espérer que cette réponse peut être possible. Le corps médical, on l'a dit aujourd'hui, c'est eux qui sont en avant-garde par rapport à cette lutte. Il se trouve que, tel que les choses sont organisées présentement, ce corps n'est pas motivé pour pouvoir nous aider à avancer. Oui. Un exemple patent. Vous voyez, par exemple, lorsque quelqu'un doit s'occuper d'un malade Covid-19 avec le degré de contagion, il quitte chez lui pour le centre de traitement. Il quitte le centre de traitement pour rentrer chez lui. Ça veut dire que son foyer devient déjà un centre de propagation de la maladie, avec tout ce qui va avec. En réalité, si on avait poussé la réflexion plus loin, on devait réquisitionner un certain nombre d'hôtels qu'on devait transformer en lieu d'hébergement. Et un certain nombre d'espaces également, voilà, il ne faut pas l'oublier. D'hébergement du corps médical affecté à la lutte contre le Covid-19. Cela devait les éviter d'être en contact avec leur famille et faire en sorte que leur famille avec la population, leur famille soit protégée. Je sais qu'on se rend compte que la maladie est en train de progresser. Ce sont des petites mesures qui ne coûtent pas grand-chose. Actuellement, c'est implémenté par les pays tels que le Maroc. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Au moins, on a une méthodologie claire qui permet aux populations d'être rassurées. Le fait que le tonton est affecté dans un train de traitement Covid-19, quand il revient le soir, il ne peut pas s'abstenir de cette joie d'être papa, d'embrasser ses enfants. C'est impossible, même si psychologiquement, mais c'est impossible dans notre contexte à nous. Tu ne peux pas empêcher un enfant d'accourir devant toi pour dire papa, papa, papa. Donc il faudrait que le gouvernement protège le corps médical. Il faudrait que le gouvernement réquisitionne un certain nombre d'espaces, les aménage pour que
nos médecins, quand ils partent de chez eux, ils puissent se reposer là. Ils peuvent avoir des visites, peut-être des échanges en vidéoconférence avec les familles, c'est possible. Ça coûte plus grand-chose. Il faudrait qu'il y ait des endroits spécifiques dédiés au traitement du Covid-19. Mais il faudrait également que ces endroits soient équipés. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de traitement Covid-19, on ne sait pas combien ça coûte. On a dit, il ne faut pas seulement la chloroquine. Il faut un ensemble d'accessoires pour pouvoir guérir complètement les malades. Mais il faut également une communication accrue pour sortir de la communication de psychose imposée par les Occidentaux depuis le début de cette maladie. Et j'insiste Allons-y rapidement, sur parce le que nous sortons degré de ce de débat. pauperisation. Oui. Si la maladie progresse, parce que depuis plus de 5 semaines, nous sommes dans une phase de contamination communautaire. Donc, lorsqu'on déclare que nous sommes dans une phase de contamination communautaire, il faut avoir des mesures de nature à juguler cette contamination communautaire. Le déconfinement peut être un danger. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas arrêter de vivre. Il faut bien vivre parce qu'il y a d'autres maladies qui nous affectent et qui nous ont affectés longtemps avant l'arrivée du Covid-19, auxquelles nous également, on doit faire face au quotidien. Disent également que nous avons été immunisés. Peut-être qu'on était en contact déjà avec le Covid-19, mais qu'aujourd'hui, on est justement immunisés. Patient Parfum, donc pour sortir justement de ces débats, il faut également dire à nos téléspectateurs qu'il faut arrêter la négligence. Oui, il faut vraiment que les gens fassent très attention. Malgré tous les éléments qui concourent à notre avantage par rapport à notre résistance, pour ne pas succomber à cette maladie, il faut quand même être très prudent. C'est une vérole qui tue. Et sur ce plateau, je crois que chacun nous connaît déjà au moins une personne qu'elle a connue. Qui est justement morte du Covid-19. Donc cela veut dire qu'elle tue. Donc souvent il y a des gens qui ont des comportements extrêmement légers. On continue à bâcher sur les motos. Oui, on continue à bâcher en tout cas dans les voitures également, dans les taxis. Nous, au niveau de l'Alliance patriotique, pour embrayer dans le souci de Pépin tout à l'heure, on a pondu une déclaration. Et nous avons pris un certain nombre, on a fait un certain nombre de propositions, justement pour essayer de protéger ces premiers de corvée qui vont à la tâche pour que, au moins, les familles soient protégées. Il y a certes le corps médical, mais il n'y a pas que. Il y a tous ces gens-là qui sont en contact de manière régulière avec les populations. On a pensé pour les prisons. Tous ceux qui sont dans l'administration pénitentiaire, surtout ceux qui sont en charge de la sécurisation, de la sécurité des prisonniers, il fallait qu'on les réserve des endroits à part, qui soient coupés de leur famille pendant cette période. Les agents, par exemple, de Néo, qui viennent nous donner des factures, il faut prendre des dispositions spéciales pour eux. De Cambodia, spéciales pour eux. Tous ceux qui sont en contact de manière régulière avec des gens qui ne sont pas ni leurs collègues, ni leur famille, il fallait absolument les protéger. Et ça, ce ne sont pas les solutions qui manquaient, ce ne sont pas les espaces qui manquent. La preuve, on commence à les trouver aujourd'hui. Mais surtout, il faut insister, il faut lourdement insister sur le fait que la pharmacopée traditionnelle, à elle seule, ne va pas nous permettre de sortir. Oui. D'où l'insistance que nous faisons sur ce plateau pour qu'on essaye de donner des moyens à la recherche fondamentale. Il faut que nous domptions la science. On a vu qu'avec le Covid-19, il y a toute une panoplie d'autres maladies qui sont obligées de venir se greffer à cette maladie. Le problème des reins se pose pour certains. Certains chercheurs estiment même déjà que c'est une MST, puisqu'on a trouvé les traces de coronavirus dans les spermes, n'est-ce pas, des patients, etc. etc. Donc, c'est un truc global. Donc, il faut qu'on soit, comment on dit ça, on soit à même d'apporter des réponses par rapport à toutes les autres maladies qui sont tout autour. Mais pour cela, il faut qu'on ait une bonne formation à la base. Il faut qu'on mette l'argent à disposition des gens de recherche, n'est-ce pas, qualifiés et dédiés pour cela. Mais surtout, il faut que vraiment nos États arrêtent de faire ce qu'ils ont eu à faire parce qu'ils ont pensé que l'Afrique n'était pas leur pays et se comportaient comme un territoire conquis. Là où le monde petit bobo, le gars était à Paris, à Washington, à la Salpêtrière, etc., etc. Le moment maintenant est arrivé. En tout cas, nous sommes tous sur place. Constater que nous sommes tous ici. Nous sommes tous au village. Maintenant, nous sommes au village. Vous voyez, j'ai vu, je ne vais pas citer le nom de chef d'État, une fille d'un chef d'État africain, l'Afrique centrale, qui a déployé tout un jet privé. Tout un jet privé, parce qu'il avait une entorse au niveau de la cheville. Mais ça a devenu fou. Vous vous demandez, mais ces gens-là, ils vivent où? Mais vous voyez que là, aujourd'hui,
Ça ne choisit pas. J'ai l'impression que ça choisit même les plus nantis. La jet set. Voilà, donc vraiment vivement que les gens se rendent et disent que cet environnement qui est le nôtre n'est pas un endroit seulement où on vient piller, on s'en va, mais on doit transformer cet environnement pour qu'il devienne un paradis. On peut le faire, on a le monde de le faire. Je sors par les forêts. Rapidement, hein, il nous reste plus que 3 minutes pour que je donne la parole à une seconde sur les forêts. Dalvaris, oui. Une seconde sur les forêts. D'abord, je remercie la communauté Banen, dont les édits se sont retrouvés au niveau du palais d'Ikakwa pour pondre ce communiqué qui dit au gouvernement que leurs forêts ne sont pas à vente. Parce que souvent, vous voyagez par exemple dans certaines régions. Je peux prendre le cas de la Grande Sananga Maritime. Qu'en est-il justement des 65 000 hectares vendus justement? Non, ça ne sera pas vendu. Vous voyez ces espaces que vous croyez vides. Non, ces espaces ne sont pas vides. C'était des villages de gens. Mais pendant la guerre de libération, on a forcé ces gens qui habitaient dans ces villages à venir s'agglutiner au bord de la route. Conséquence, vous savez très bien ce qui s'est passé. Justement. La plupart de ces villages, comme ils n'ont pas été viabilisés, il n'y a pas de route, rien, elles sont restées en jachère comme ça. Mais les gens continuent d'y aller, d'entretenir un minimum d'activité, ne serait-ce que pour entretenir les tombes de leurs aïeux. Vous ne pouvez pas venir dire que comme cet espace-là est vide, donc c'est un no man's land qui appartient à personne, et vous signez un chèque en blanc comme ça, un individu qui va venir prendre tout cela, et qui ne va même pas respecter la juridiction locale, qui ne sera pas applicable là-bas. Ce sont ces propres lois, souvent, qui sont applicables là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont leur police, ils ont leur gendarmerie, excusez-moi, ils peuvent t'arrêter là-bas, faire de toi ce qu'ils veulent, parce que, soi-disant, ils ont eu cette concession. Donc, il faut que vraiment ces gens fassent très attention. De toute façon, moi, je suis sur le côté de Ngambé, comme on dit, j'attends ces gens-là qui vont venir toucher mon village, parce que ce sont mes terres que mes aïeux ont exploitées depuis des centaines d'années. Il est hors de question que les gens viennent nous dire que ces espaces-là sont en vente. C'est la seule richesse que nous avons, et nous allons nous battre de toute notre énergie pour les conserver. Dalvaris Goudjo. Juste une minute sur la question. Il faut dire que ces terres veulent être vendues aux Chinois. Il faut que nos 65 000 hectares, voilà, je pense que le sujet va devoir nous intéresser énormément. Nos gouvernants arrêtent de nous apporter la paysannerie chinoise en Afrique, notamment au Cameroun. Cette histoire commence à faire l'objet d'énormément de tensions au niveau social. Et ça va arriver à des pics où il y aura des affrontements entre les populations et les Chinois. Mais ces affrontements auront pour conséquence les dirigeants qui donnent des accréditations aux Chinois de s'installer en Afrique. Concession. Voilà. Les Chinois doivent rester en ville. Ils doivent rester en ville. Qu'ils arrêtent d'écumer les villages des gens. Parce que dans le cas contraire, moi je suis extrêmement fâché de retrouver En fait, j'ai pas de mots. Mais je ne veux plus voir les Chinois dans nos villages. Qui restent en ville et faire leur petit commerce là-bas. À la limite, c'est comme si les gars veulent nous recoloniser. On n'a que comme bien les terres. Si les gars viennent s'accaparer nos terres sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a plus rien. Si nos terres sont entre les mains des gens que... C'est terrible. Je manque même de mots. Il faut que ça s'arrête. Je dis ça ne marche pas. Il faut bien lire. Il m'arrive de faire des affaires avec des Chinois. Oui. Il m'arrive d'aller en Chine. Lisez leur loi. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne peuvent même pas. Vous savez, d'abord, dans la loi chinoise, ce n'est pas autorisé officiellement d'épouser un étranger. Vous avez trahi la race. C'est pourquoi vous verrez en Chine, il y a très peu de métis. Avec des noirs, il n'y en a pas. Je crois jusqu'à l'année dernière, le Parti communiste chinois a proposé une loi au Parlement qui interdit explicitement aux femmes d'épouser des étrangers. Puisqu'ils veulent préserver leur race. Chez nous, est-ce qu'on peut tolérer cela? Vous ne pouvez pas avoir un champ en Chine. Vous pouvez même pas. Même si vous avez 1 milliard, on ne vous vend rien. Est-ce que vous savez que de plus en plus en Chine, quand vous allez en Chine faire acheter de la marchandise, ils ont une loi. Moi, je parle encore avec le consul. Ils s'arrangent à ce que vous, Africains, quand vous allez importer, ils ne vous vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé les Chinois ici qui importent la marchandise. Et c'est pourquoi ils font le marché de détail chez nous là. À quoi? Mais ça ne se fait pas en Chine. Est-ce que vous savez qu'au sud, les Chinois cultivent du manioc, exportent chez eux. Ils exportent les feuilles de manioc, exportent les tubercules de manioc. Est-ce que vous savez que les Chinois cultivent du bon riz chez nous, qu'ils exportent chez eux, cultivent la pourriture chez eux, qu'ils envoient chez nous? Est-ce qu'on peut essayer d'implémenter ça? Les gars viennent prendre 65 000 hectares, mais c'est presque la taille des pays en Asie. Vous payez, quand on parle de Singapour là, vous pensez que les îles ont quelle taille? Mais c'est des très petites îles là. Quand vous voyez de la Malaisie là, vous pensez que c'est pas des grands pays. C'est des pays où, quand vous voyez Hong Kong, ça ne vaut pas la superficie de Douala. C'est 325 000 km. Très bien. Quand vous voyez Hong Kong, ce n'est pas la superficie de Douala. Hein. Donc, pour vous dire que les gars viennent acheter des pays chez nous et les gens restent à Yaoundé, ils signent des pays, ils savent même. Le pays, c'est ça. C'est que les gars même qui signent les papiers à Yaoundé, ils ne savent même pas de quoi il est question. Les gars vendent 1 hectare à 500 francs.
500 francs CFA. Pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. 10 000 mètres carrés, Dans 500 francs, c'est moins c'est une pas aberration. sérieux. Je vais dire. Jules Dorendon. Non, ils vont répondre. J'ai dit, pourquoi nous devons être Ils sont faits. là, ils vendent le sable. Ils prennent le sable à Sanaga, ils vendent le sable. Quand même, sois un peu sérieux. Et Parfait a bien souligné cela. Est-ce que vous savez que dans les concessions qu'ils ont eues au sud, si vous arrêtez à l'intérieur, ils font de vous ce qu'ils ont. L'État n'a pas le droit officiellement d'y entrer, poser des questions. Alors, les Ce gars, n'est tu- pas sérieux. Tu peux être chicoté. Messieurs, je vous comprends parfaitement. Albert Anatola, ici, votre mot de fin rapidement. C'est vous qui avez Je le mot de crois que fin. vous allez organiser un autre débat. par Ouais, rapport on à va cette organiser. thématique. Je pense que tout le Non, monde pour revenir à est la tellement thématique, contre oui, les Chinois. du moins pour revenir à la thématique du jour. Oui. La première chose, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est soit d'importer les masques. Ne l'ont plus au FMI. Parce que l'argent qu'on détourne peut nous permettre d'investir dans la production des masques, des cache-nez. Ça, c'est important de le préciser. Et ça va créer des emplois. Oui, et à côté de ça, il faut être prudent. Je lisais ce matin, vous savez, au Canada, il y a eu des kits de tests qu'on envoie qui étaient J'y contaminés. arrive. Voilà. j'y arrive. Très dangereux. En J'y arrive. Tanzanie, Oui, Tanzanie, parce que nous sommes des États cargo. Tout vient de l'extérieur. Ils vous envoient, on vous met pour vous tester. En fait, on vous contamine à l'instant. Le président J'ai encore la Magufuli vidéo. de la Tanzanie a Tanzanie, été oui. clair. Ils ont dit, quels sont ces trucs-là? Tout le monde qui passe par le texte, il est malade. Alors, ils sont comme ils sont intelligents, ils se sont dit, imaginons quelque chose. Ils ont pris des papayes, des feuilles de papayer, ils ont pris des peaux de chèvre, ils les ont testés, paf, Covid. Covid-19. Alors, ça pose la On se question rend des réponses compte qu'il y a des tests Voilà. Des contaminés. réponses endogènes. À une guerre biologique. C'est pas sérieux. Messieurs, nous ne sommes pas sortis l'auberge. Il faut toujours rester prudent. Albert Anatola ici. Oui, mais il faut donc qu'on produise localement nos cache-nez qui répondent aux normes de qualité. Parce que aller prendre... On peut également faire des tests. On peut également fabriquer Absolument. des Non, tests. sur non, le il doit côté avoir, il doit avoir un contrôle de qualité par rapport à la fiabilité de ces cache-nez. C'est important, nous avons de l'expertise locale. La deuxième chose, nous avons tout le temps tapé sur le gouvernement, il faut aussi taper sur nous-mêmes. Parce que il faut qu'on respecte quand même les mesures barrières. C'est-à-dire, vous voyez, depuis qu'il y a eu les mesures d'assouplissement, Parce ça que va, la fête, ça va en vrille. Oh, on dit que le Non, Covid-19 ça va, est terminé. non, hein. franchement, ça va en vrille. Les gens s'embrassent même. Et non, sérieusement, je pense que là, nous sommes partis pour avoir une deuxième vague d'épidémiologie. Ça, c'est important. Donc, et la deuxième vague va faire plus de mal. Troisième chose, et je chute par là, il est important que nous-mêmes, en tant que communicateurs, nous puissions sensibiliser aussi cela avec le langage le plus approprié. Lorsque je parle, je parle des leaders d'opinion. Monsieur Parfait Ndomé est concerné, les journalistes sont concernés, les hommes politiques sont concernés. Et surtout, il faut que le ministère de la Santé publique fasse une communication plus appropriée. Parce que jusqu'ici, j'ai l'habitude de parler ici de l'ISC, les formations, l'éducation et la communication, qui n'est pas encore véritablement appropriée. Et ça doit être approprié par les collectivités territoriales décentralisées qui, pour l'instant, ne font rien. Vous avez bien compris, vous qui êtes à la maison, il faut être prudent, il faut rester prudent, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, ayez toujours sur vous un cache-nez, faites toujours, il faut le dire, du sport et n'oubliez surtout pas de boire chaud. Et sans oublier bien sûr que nos médecins, surtout la pharmacopée africaine, vous avez pas mal de choses à la maison, continuez à les boire. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été dans nous ce matin.